BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Le Bitcoin monte plus 8% en une semaine. Ça y est, la tendance haussière est-elle enfin enclenchée? Assistons-nous à un début de bull run? On en parle dans quelques instants avec Alexandre Baradès, chef analyste chez G, qui est en ligne avec nous. Et puis, on partira au Liberland. Voilà, c'est un pays, une nation souveraine, une blockchain nation. Voilà, Renaud Lefschitz, vous nous direz tout dans un instant. Vous êtes directeur scientifique de Elysium. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis, on parlera de la crypto et du sport. De plus en plus de plateformes s'associent tout simplement à des grands événements sportifs ou à des grandes marques sportives pour toucher toujours plus de public. On en reparlera dans un instant avec Sébastien Bordry, journaliste BFM Crypto. Bonjour Sébastien. Bonjour Maurice. D'abord, on rejoint Alexandre Baradès qui est en ligne avec nous. Alexandre, bonjour, chef analyste chez IG. Bonjour à tous. Alexandre, il y a une semaine tout pile, vous étiez avec nous sur ce plateau et vous nous disiez, si on passe le point technique des 65 000 $, ça y est, il y aura, selon vous, un marché aussi qui sera enclenché. On l'a quasiment passé tout à l'heure. On a touché les 64 600 $ à peu près ce matin. On a pris 8% depuis votre intervention de la semaine dernière. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un début de marché aussi ou pas ? Alors, on est là entre deux pour l'instant. Autant la zone support, vous voyez, qu'on identifie depuis quelques temps, elle tient bon. Ça donnait 50 000 $. Elle apparaît de plus en plus et encore plus maintenant, j'ai envie de dire, après ce rebond assez marqué les derniers jours, comme étant la zone vraiment d'influence, déjà support à la baisse, déjà zone psychologique, zone technique très marquée, et puis ensuite dans un processus de consolidation qui a commencé depuis plusieurs mois. Et désormais, là, la question, c'est, on est déjà bien engagé dans ce processus de consolidation. C'est-à-dire, en gros, on rappelle ce que c'est. C'est un marché qui a fait x4 en l'espace d'un an et demi et qui ensuite latéralise, dérive un peu, avec de l'amplitude. Passer de 73 000 à 50 000, ce sont des gros mouvements, mais ça participe d'un phénomène de consolidation. Et au sein de cette consolidation, il y a un moment où on a la certitude que les supports sont bien là, et on n'a pas encore la certitude que le marché repart de manière tendancielle pour autant. C'est-à-dire, je ne dis pas que je suis absolument certain qu'on n'ira jamais revoir les 50 000, mais je pense, et je continue de penser, et on pensait déjà il y a quelques mois que ce serait une zone sur laquelle le marché trouverait de l'intérêt pour ceux qui voulaient en racheter à cet endroit-là, c'est le cas. Mais après, je pense qu'on est toujours dans ce processus de consolidation. C'est-à-dire que le 65 000 dont vous parlez, et effectivement, on décrivait que la tendance de correction du Bitcoin sur les derniers mois se faisait avec des rebonds, mais dont les sommets sont de moins en moins hauts. C'est la caractéristique qu'on observe depuis des mois, c'est-à-dire qu'il y a eu des rebonds, plein de rebonds, mais que tous les rebonds se font de moins en moins hauts. Et à un moment donné, quand vous arrivez à passer un de ces sommets intermédiaires, et le dernier c'était 65 000, ça traduit, ou ça peut traduire, un début de changement d'état d'esprit des acteurs de marché, un début de changement de la psychologie de marché, quand vous commencez à casser une précédente zone qui servait de résistance. Et c'est là le raisonnement, c'est de se dire que si on repasse 65 000, eh bien, je dirais que le risque de retomber très bas va s'amenuiser et la probabilité d'aller plus haut va s'accroître. Et en fait, c'est ces zones qui sont d'influence qu'on cherche à travailler. Et vous l'avez dit, on n'a pas franchi 65 000 ce matin. Le marché a fait attention de s'arrêter un peu en dessous, il est pas venu chercher le niveau et il retrace un petit peu. Et pourquoi d'ailleurs ça rebaisse un peu? Il y a une raison à cela depuis ce matin, c'est que le dollar s'est renforcé. Vous avez vu que les chiffres ce matin d'activité, vous en avez parlé dans vos titres, l'activité en zone euro, les chiffres sont pas terribles. Du coup, ça affaiblit les devises comme l'euro et ça permet au dollar de se renforcer. Et ça joue aussi un petit peu sur l'aspect crypto avec un renforcement du dollar qu'on a observé face à toutes les devises. Donc, il y a aussi toujours un petit peu ce rôle de la macro, mais il y a quand même un gros thème qu'il faut retenir, c'est que la Fed, et vous en avez déjà largement parlé, la Fed a baissé ses taux de 50 points de base. C'était plus fort que ce que certains attendaient comme moi. Moi, je pensais qu'on aurait 25, on a eu 50. Et ça déclenche un cycle, si vous voulez. Ça déclenche un cycle de baisse de taux qui ne sera pas forcément aussi intense à chaque réunion, mais ça déclenche un cycle. Et donc, ça, sur la durée, je dis bien sur la durée, sur des horizons de plusieurs trimestres, semestres, c'est plutôt de nature à porter Bitcoin qu'à le faire retomber. Mais je pense encore une fois que même si nous franchissions les 65 000 $, qui sera le cas un jour, je ne pense pas qu'il faille se dire qu'on filera en ligne droite vers le sommet historique. Voilà, je pense que ça actera plutôt du fait qu'on poursuit la consolidation, mais avec un risque de moins d'aller revoir les 50 000, et avec un peu plus de probabilité d'aller vers les sommets. Mais je pense que le processus lent de consolidation est toujours en place et qu'il faudra encore probablement plusieurs mois pour aller retaper les 73 000 $ de record historique. Et Alexandre,
Alexandre, pour finir, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Vous avez parlé de macroéconomie. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? La prochaine réunion de la Fed aura lieu après l'élection présidentielle américaine. Quel pourrait être l'autre catalyseur dans les prochaines semaines? Je dirais que la réunion de la Fed, voilà, c'est vraiment l'objectif lointain maintenant. C'est quasiment au moment de l'élection, donc c'est vrai que c'est assez lointain. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, cet après-midi, donc vous avez des chiffres d'activité aux États-Unis, ce qu'on appelle les PMI, comme en zone euro, un PMI service par exemple. Eh bien, ce qu'on va regarder, ce qui nous intéresse, et on aura d'autres chiffres cette semaine là-dessus, c'est toutes les composantes de prix aux États-Unis. C'est-à-dire que maintenant que la Fed a baissé les taux, le marché, lui, ce qui lui plaît, c'est qu'il se dit il y aura d'autres baisses de taux qui vont arriver, et plus les chiffres d'activité aux États-Unis seront moyens, et plus les indices de prix baisseront, plus les baisses de taux vont accélérer, si vous voulez. Ce sera bon pour Bitcoin. Mais si en revanche, nous avons des composantes de prix, par exemple dans les services, ou en fin de semaine, vous aurez la vendredi l'inflation PCE, qui est la mesure la plus surveillée par la Fed. Si vous avez des rebonds d'inflation comme ça, d'un mois à l'autre, ou dans des composantes de prix d'activité qui montent de manière plus importante que prévu, là, ce seront des freins à ce rebond. C'est-à-dire que le dollar va se renforcer un peu, les taux américains vont bondir un petit peu, sans que ça remette en cause la tendance de baisse de taux long terme de la Fed, mais c'est le genre de choses qui peut pousser le Bitcoin à consolider. Voilà, tout ce qui est indice de prix qui rebondit un peu côté US, même si c'est pas dramatique, ça peut contribuer à raffermir un peu le dollar et donc à refaire baisser un petit peu Bitcoin. Donc c'est ce genre de choses qu'on regarde attentivement en ce moment. Alexandre, on se reparle lundi prochain pour voir si on a enfin repassé le stade symbolique technique des 65 000 $ sur le Bitcoin. Merci beaucoup Alexandre, chef analyste chez IG. Bonne journée et à la semaine prochaine. Avant de partir au Liberland avec Renaud Lifshitz, je propose qu'on parle un petit peu de sport et de crypto avec Sébastien Bordry, journaliste BFM Crypto. Bon, Sébastien, plus précisément, on va parler de football parce qu'après Crypto.com, qui est partenaire de la Ligue des Champions, c'est au tour d'un nouvel acteur de l'écosystème crypto de se lancer dans le monde du sport. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Exactement, il s'agit de la plateforme Bitpanda qui a annoncé mardi dernier faire un partenariat avec DAZN, le service de streaming anglais et partenaire officiel de la Ligue 1. DAZN, donc le diffuseur officiel de la Ligue 1 cette année, on en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines si vous suivez un petit peu le football. Bitpanda, de son côté, lui, c'est le premier crypto-courtier européen. Son siège est à Vienne, en Autriche, et il a signé ce partenariat pour, je cite, renforcer sa présence médiatique dans l'environnement sportif. Alors, ce partenariat, il va permettre à Bitpanda d'apparaître à l'écran lors des compétitions sportives de NFL, c'est le football américain, et lors des compétitions de football, que ce soit la Bundesliga, la Serie A, l'UEFA Champions League ou encore la Ligue 1 McDonald's en France. Des événements seront également organisés grâce à ce partenariat pour renforcer les relations avec les fans, même si on ne sait pas encore en quoi consisteront exactement ces événements. Et le montant de ce partenariat n'a pas non plus été communiqué. Bon, puis effectivement, ils ont déjà fait des partenariats dans le tennis, dans le rugby, mais Sébastien, c'est pas non plus leur premier partenariat dans le football. Oui, en effet, la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bitpanda n'en est pas a déjà un pied dans le football, si je peux me permettre. Début janvier, Bitpanda, il a signé un partenariat avec le club de football allemand du Bayern Munich et début août avec le club italien de l'AC Milan. Quel est le but de Bitpanda dans tous ces partenariats? C'est s'appuyer sur la puissance et la popularité du sport pour accroître sa notoriété. Selon le directeur commercial de Europe de Bitpanda, je le cite, notre objectif est clair, établir une présence forte sur tous nos marchés clés et DAZN est le partenaire idéal pour y parvenir. Pour rappel, la plateforme DAZN se partage les droits de la Ligue 1 McDonald's avec beIN Sport dans le cadre d'un nouvel appel d'offres lancé par la Ligue de football professionnel en France pour trouver un diffuseur. C'est DAZN qui a remporté le marché le 19 juin dernier avec une offre de 400 millions d'euros. Et fin juin, Bitpanda, lui, avait annoncé avoir dépassé le cap des 5 millions d'utilisateurs particuliers avec plus d'1,5 million de nouveaux clients inscrits sur la plateforme au deuxième trimestre 2024. Ce partenariat donc avec DAZN pourrait donc peut-être lui faire gagner de nouveaux clients et surtout augmenter la visibilité des plateformes de crypto-monnaies dans le monde. Merci beaucoup Sébastien Bordry, journaliste BFM Crypto, voilà, qui chronique et article à retrouver sur notre site BFM Crypto. Et effectivement, Sébastien, de plus en plus de plateformes, d'acteurs crypto se tournent vers l'industrie du sport, tout simplement parce qu'elle est très 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 grand public et c'est plutôt pratique pour toucher les masses. Bon, tout de suite, on part au Liberland, voilà, avec vous Renaud Lifshitz, directeur scientifique de Holyzeum.
Elysium, qui est une société de cybersécurité, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est assez incroyable parce que, Renaud, vous y êtes allé il y a quoi, il y a quelques semaines, fin août, c'est ça Début août pour mes congés, oui. Début août pour vos congés, voilà, très exactement. Et moi, déjà, j'ai une question, c'est quoi le Liberland? On aurait pu croire limite à une fake news presque. C'est quoi? C'est un État? Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est? C'est ça, on en entend très peu parler. En fait, c'est une micronation qui a été fondée suite à la chute de l'ex-Yougoslavie, donc qui a été séparée en Serbie et Croatie. Mais en fait, depuis ce temps-là, le Danube a changé de lit, parce que c'est un fleuve où il y a beaucoup de courants et puis un sol assez meuble. Donc le Danube a changé de lit et a créé des zones qui sont disputées aujourd'hui entre la Serbie et la Croatie. Et une de ces zones, au contraire, n'est disputée ni par la Serbie ni par la Croatie. Donc les deux se rejettent la propriété de cette zone, une zone de 7 km². Et du coup, elle a été revendiquée par un journaliste économique tchèque qui s'appelle Vít Jedlička en avril 2015. Et il a été posé un drapeau avec des proches à lui et dire pourquoi pas fonder une nation libertarienne basée sur la blockchain avec un minimum de droits, un maximum de liberté et puis une transparence totale de la vie publique. Et alors déjà, je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais pourquoi personne ne voulait de cette zone de 7 km²? C'est assez curieux. C'est-à-dire que là, il y avait un bout de terre dont personne ne voulait? Oui, c'est ça. Alors, c'est une zone qui est un peu particulière parce qu'elle est un peu marécageuse et surtout, elle est à l'entrée de l'espace Schengen, donc il faut qu'elle soit protégée par des forces de police et des postes frontières éventuellement. Et donc, c'est une contrainte pour ces pays d'assurer la sécurité de cette zone-là, notamment de la protéger, puisque c'est une entrée l'espace Schengen, le Danube étant de l'eau internationale. Bon, donc 7 km², 3 fois la taille de Monaco. Est-ce que concrètement, il y a des frontières autour de ce pays? Comment ça se passe? Alors à l'ouest on a la Croatie, une frontière terrestre avec la Croatie, et à l'est c'est le Danube, et quand on le franchit on a la Serbie. Donc autrement dit on peut passer par la Serbie et franchir le Danube, ou alors passer par la Croatie par un petit chemin pédestre à travers la forêt par la Croatie. Il y a des habitants sur place? Si oui, ils sont combien? Qui sait? Enfin, comment c'est... Le pays a 9 ans et pendant 8 ans, il a beaucoup stagné parce que officiellement la frontière avec la Croatie était fermée et les policiers croates ont fait beaucoup de zèle pour arrêter tous ceux qui essayaient de s'y rendre. Mais depuis juillet de l'année dernière, en fait, officiellement la Croatie a reconnu qu'il ne s'agissait pas de son territoire et a ouvert la frontière, ce qui fait que maintenant les gens peuvent entrer et sortir comme ils veulent. Donc du coup, il y a des colons qui sont installés là-bas, une dizaine de colons qui dorment avec des lits de camp et des tentes et qui sont en train de construire des petites installations en sacs de sable et une plus grande installation à l'aide de briques qui sont acheminées, une clinique qui a été financée et dont le premier étage est en construction. Alors, si vous nous suivez à la télévision, derrière moi, vous voyez un passeport. Renaud, vous allez nous expliquer dans quelques instants en quoi ça consiste, mais concrètement, là-bas, vous parliez de terrain marécageux, ça ressemble à quoi, en fait, ces 7 km² de terre? C'est constructible? C'est parce que vous parliez plutôt d'installation, mais plutôt précaire pour l'instant? Il y a des bâtiments? Comment ça se... Voilà, les installations sont plutôt précaires parce que, comme je disais, c'est des installations un peu temporaires pour l'instant, à part un bâtiment vraiment en briques qui est en cours de construction, donc qui est une clinique qui vient d'être financée. Alors, proche des côtes, c'est vrai que c'est un peu inondable parce que le Danube a tendance à monter et donc il faut pas construire proche des côtes. Habiter sur une péniche, quoi. Voilà, donc par contre, on a une grande partie de territoire qui est rattachée à la Croatie sur lequel on peut construire. C'est beaucoup de la forêt à l'heure actuelle, donc il y a un travail de défrichement, je pense, à faire. Et par ailleurs, on a aussi une île qui est sur le Danube, sur lequel il est possible de construire. Voilà. Bon, et clairement, en termes de régime politique, ça se passe comment là-bas ? Alors l'idée du président fondateur, c'était un petit peu un rêve d'enfant où il aimait pas trop les lois et il s'est dit je vais chercher moi-même à monter mon pays, à faire mes propres lois. Et il a regardé donc les terres qui n'étaient pas revendiquées et il se trouve que... c'est comme ça qu'il a trouvé du coup. Exactement, il a regardé sur Wikipédia et dans les terres non revendiquées, il y avait le sud du désert de l'Égypte, il y avait une partie en Antarctique et il y avait cette fameuse zone non revendiquée entre la Serbie et la Croatie, donc après la chute de l'ex-Yougoslavie. Et il s'est dit, voilà, je vais en faire une république.
mais libertarienne, c'est-à-dire avec un minimum de lois et un maximum de liberté. Et aussi dans l'esprit du minarchisme de Javier Milei en Argentine, c'est-à-dire un minimum d'État politique et un minimum de ministres. Et il n'y a que 4 ministres. À peu près le minimum légal et régalien en fait pour avoir des relations diplomatiques par exemple avec ses voisins. 4 ministres, il y a une constitution aussi avec 16 articles, c'est ça, comment ça s'est passé pour l'écrire, enfin, c'est eux qui l'ont écrite du coup. Comment ça s'est il y a eu une proposition de constitution qui s'est faite, qui s'est élaborée à plusieurs, et il y a un congrès qui est réélu et qui est renouvelé tous les 3 mois. Par lequel on peut choisir ses représentants ensuite pour changer les lois. Il y a des référendums, n'importe quel citoyen est en mesure de lancer un référendum et tous les votes se passent sur la blockchain et un maximum effectivement d'activité économique de l'État aussi. Alors à terme, 100% en fait du budget de l'État doit être visible sur la blockchain pour qu'on puisse exactement contrôler le budget de l'État. C'était d'ailleurs une proposition qui a été faite aux États-Unis par un candidat qui voulait mettre le budget de l'État américain sur la blockchain. Sauf que là, ça se fait du coup. C'est exactement ça. Alors pour l'instant, il n'y a que environ 30% du budget de l'État qui est visible sur la blockchain parce qu'il y a quand même besoin, on va dire, d'argent en banque pour faire des choses. Mais à terme, effectivement, toute la vie politique doit se passer sur la blockchain. Donc que ce soit le cadastre pour la possibilité de revendiquer des terres et construire des terres au Liberland, que ce soit l'enregistrement de sociétés, et ça il est déjà possible d'enregistrer, de domicilier sa société au Liberland. Il y a déjà 91 sociétés qui sont domiciliés là-bas. Alors, les avantages, c'est... On va parler de la fiscalité, ouais. Pas besoin, par exemple, non mais au-delà de ça, effectivement, pas besoin d'avoir une banque adossée à l'entreprise, contrairement à beaucoup de pays où il faut une banque. Là, on peut tout à fait monter une société qui est, par exemple, full crypto et faire du commerce full crypto, auquel cas on n'a pas du tout besoin de banque, on peut s'en passer. Et puis, effectivement, des impôts qui sont totalement volontaires, aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises. On donne ce qu'on veut. On donne absolument ce qu'on veut et on est rémunéré en quelque sorte en cashback, en jetons de mérite qui nous donnent soit des terres, soit des droits de vote. Donc il y a quand même une incitation à verser des impôts. Incroyable, bon, on va suivre ce modèle. J'ai encore plein de questions, mais peut-être Sébastien Bordry, vous avez une réaction Oui, je voulais savoir quel est le profil en fait des gens qui vont dans ce pays. Quel type d'entreprise aussi? Est-ce que ce sont des gens qui souhaitent plus de liberté économique, financière Oui, alors j'ai rencontré un peu de tout, honnêtement. Alors il y a des très jeunes, on va dire, plutôt de gauche anarchistes, comme des plus anciens, notamment, on va dire, un retraité avec une casquette Trump. Donc on a vraiment de toutes les populations, on va dire, de l'extrême gauche à l'extrême droite, presque, mais surtout des gens qui sont intéressés par l'objet politique et par la liberté en général. Voilà. Ok, et donc tout est sur blockchain. Il n'y a pas de monnaie officielle. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Comment est-ce qu'on paie? On choisit? Alors, comme c'est un régime libertarien, il y a le moins de lois possible et le président a considéré que fixer des restrictions sur la monnaie, c'était déjà une contrainte, une entrave. Et du coup, il a dit que c'était du gré à gré et qu'on pouvait absolument payer avec n'importe quel objet. Bitcoin est encouragé, est fortement encouragé, mais il n'y a aucune obligation d'utiliser une monnaie plutôt qu'une autre. Bon, et maintenant, si on veut devenir, Renaud, citoyen de ce pays, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire, faut faire une demande ou alors on va là-bas sur place et on voit ce qui se passe? Comment ça marche si on veut devenir citoyen? Il y a 2 niveaux d'engagement, un petit peu comme on avait eu en Estonie. Il y a une possibilité de devenir irrésident du pays, auquel cas c'est un engagement très moyen, ça coûte autour de seulement $150, dont un tiers qui nous est reversé. Ça veut dire quoi, irrésident? En jetons. Et l'irrésidence vous permet déjà de monter une entreprise là-bas et de faire du commerce, donc d'établir une société et de l'enregistrer et de faire du commerce. Par contre, pour aller un peu plus loin, c'est-à-dire s'engager dans la vie politique du pays et notamment avoir le droit de vote,
il faut être citoyen, avoir la nationalité. Et la nationalité, il est possible de l'acquérir avec 5000 jetons de mérite, donc soit en s'illustrant, en faisant des actions positives pour le Liberland, y compris par exemple en devenant colon pendant une semaine. Si vous partez pour être colon pendant une semaine et que vous aidez à construire des cabanes, vous aidez à monter des murs, vous aidez à défricher, vous acquérez automatiquement la nationalité du Liberland au mérite, donc c'est comme son nom l'indique. Ou alors, plus pécuniairement parlant, un jeton de mérite, c'est aujourd'hui environ $2, donc vous pouvez tout à fait acheter ces jetons sur les marchés libres et ensuite remplir une fiche d'identité, un KYC, et on vous remettra effectivement un vrai passeport comme celui qui est derrière toi. Ouais, voilà, c'est assez incroyable. Et puis on a quand même 91 sociétés qui sont enregistrées là-bas. Moi j'ai une petite question sur les impôts. Les gens ils paient des impôts au final, ou alors les gens profitent, se disent attends, on peut ne pas payer beaucoup d'impôts, on va pas en payer. Comment ça se passe? Les gens jouent le jeu quand même de payer un impôt sur place? Enfin, je ne sais pas si vous savez. Alors ça, j'ai pas de statistiques. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de résident, on va dire, définitif sur scène. C'est un peu des colons qui se succèdent par roulement tant que il n'y a pas de commodité sur place, d'eau, d'électricité, de bâtiments en dur. Il n'y a pas de résident permanent. Il y a environ une dizaine de personnes sur place, par roulement. Et il y a quelques sociétés, effectivement. Alors, je ne sais pas déjà si elles font beaucoup de chiffres, ces sociétés immatriculées. Mais oui, a priori, il y a des gens qui font des donations, puisqu'on voit régulièrement sur la blockchain, donc puisqu'on voit absolument passer toutes les délivrances en fait de jetons de mérite par le gouvernement, comme le budget est transparent, on voit que des jetons de mérite sont attribués régulièrement. Donc a priori, il y a des gens qui font des bonnes actions ou qui payent leurs impôts pour avoir ces jetons de mérite, parce qu'ils ne sont pas donnés gratuitement. Bon, et ça fait combien de temps que ça fonctionne comme ça, que l'État a été créé? 9 ans, vous avez dit tout à l'heure? 9 ans que l'État est créé, okay. Seulement 1 an qui a libre circulation pour s'y rendre. Et il y a même certaines plateformes crypto qui permettent à des citoyens qui auraient par exemple uniquement la citoyenneté de ce pays de créer un compte et de faire le fameux KYC, le Know Your Customer. Et donc la citoyenneté, être citoyen du Liberland permet de créer un compte crypto en tout cas chez certaines plateformes. Il y a quelques plateformes, citons par exemple Kraken, qui permettent effectivement d'ouvrir un compte avec son identité liberlandaise. Certaines plateformes aussi pour payer des salaires de ses salariés en crypto, qui permettent d'utiliser aussi ces papiers d'identité qui sont reconnus. Le Liberland n'a pas encore de reconnaissance universelle, on va dire par exemple à l'ONU, mais il a des relations diplomatiques avec une dizaine de pays, beaucoup en Amérique centrale, Amérique du Sud, et il remplit en fait les 4 critères de la Convention de Montevideo, qui établissent en fait pour un État le droit à se revendiquer souverain, à savoir qu'il y a une population en permanence qui y vit, il y a un gouvernement, il y a des frontières bien établies et non disputées. Il y a une police? Pour l'instant, alors ce qui est très lourd, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de police, effectivement. Ouais. C'est pas trop dans l'esprit du libertarien. Le libertarien, c'est la responsabilisation, c'est la liberté. Et c'est pour l'instant la police de Croatie qui, en fait, fait beaucoup de zèle et protège ardemment les côtes du Liberland parce qu'elle a peur pour l'espace Schengen que des migrants passent par cette zone-là pour rentrer ensuite sur le territoire européen. Donc il y a en fait des patrouilles de police et en voiture et en bateau qui patrouillent en quasi-permanence autour du Liberland. Ok, bon merci beaucoup Renaud Lifshitz, vous reviendrez nous en parler parce que c'est assez passionnant ce qui se passe dans cet État depuis 9 ans. Voilà, donc Renaud Lifshitz, directeur scientifique de Olyseum, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté votre témoignage sur ce pays qu'est le Liberland. Merci beaucoup Sébastien Bordry, journaliste BFM Crypto, d'avoir été avec nous. Je rappelle que chaque lundi, vous pouvez recevoir la newsletter de Sébastien, BFM Crypto, à 18h gratuitement dans votre boîte mail. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.